Moi, je croyais on en... qu'ils allaient s'arrêter au 6 parce que ça allait faire saucisse et ça allait pas faire sérieux pour un film Ouais, non, mais d'horreur. attends, Ils l'ont fait, ils ont fait ils mieux. arrivent à un truc, mais après ils font des reboots ou des soft reboots. Donc en fait, et on le podcast justement portait justement sur le dernier Alien, qui peu près- si je m'y perds pas, doit être le septième. Comment finalement on est arrivé à un niveau aussi ridicule de suite et que si t'enlèves ça, bah il y a plus grand chose en fait. Je parle Mmh. du film, évidemment pas du film d'auteur ou du film indépendant, mais du divertissement, un grand spectacle. Comment ça se fait qu'il y ait une telle panne créative de nos jours? Mmh. Alors, moi déjà, je pense qu'il y a un truc, spontanément du public. Parce que le public est dans une bulle cognitive de nostalgie et le problème, c'est que souvent les adultes ne voulant plus grandir, bah, ils veulent continuer à voir les trucs de leur jeunesse, y compris d'ailleurs avec leurs enfants. Parce qu'il y a cette idée, les adultes maintenant essayent un peu de transmettre aux enfants ce qu'ils ont kiffé pendant leur jeunesse. Et donc ça les amène à montrer leurs films et du coup, bah, quand il y a un reboot d'amener les enfants, les adultes. Je me demande déjà s'il n'y a pas un petit peu ça aussi, que en fait, que désormais les films doivent s'adresser à un peu tous les publics d'âge et que la meilleure manière, c'est de faire un peu du transgénérationnel sur des licences que tout le monde connaît. Et il y a quand même aussi toute une génération de jeunes adultes celle qui vient après nous, qui n'a pas connu ces films, euh, les films des années, les blockbusters des années 80 et 90, et qui, elle, peut aller au cinéma toute seule. Mmh. Donc, mais effectivement, il y a peut-être un problème dans le fait de vouloir ratisser large à tout prix. Quand on y pense, on oublie, on voit Robocop. Ouais. Robocop. Mis à part le fait que le nom du réalisateur, mais qui était quand même relativement peu connu à l'époque, mis à part le fait, qu'est-ce qu'il distingue de dizaines de films qui sont sortis dans la même décade et qui ont été de simples séries B sur le papier. Un flic massacré par des bandits qui revient avec plein de boulons et qui tire sur tout le monde. Si je te fais dans, Mmh, bah, dans c'est le le côté subversif. Déjà, Robocop, c'est ultra violent, c'est Mmh, ultra gore. mmh. Des Et films ça gore dans les années 80, t'en as eu quelques-uns. bah, oui. Tu vois, par exemple, même, je pense à Freddy, Mmh, Nightmare, on Elm Street. Tu vois le premier, il y a des scènes qui sont quand même, assez pas piquées des hannetons, quoi. ouais. Et en fait, on voit que dès que ça se voit beaucoup avec le film d'horreur. Le film d'horreur est d'abord très subversif dans les années 70 parce que ça correspond au malaise américain avec L'Exorciste et cetera. Et dans les années 80, en fait, il y a déjà un peu une remise à l'ordre avec le vidéo club où souvent le premier épisode est encore subversif et après, ils font un peu des trucs en série, des franchises, de moins en moins violentes. Quand tu prends la série des Freddy, plus tu avances, moins il y a de morts, en fait et plus ça devient un peu une forme de galéjade. Moi, il y a un film, alors je pense qu'il y a un film qui est responsable de tout. Je pense que c'est sa faute. Il y a eu un avant, un après, c'est Jurassic Park. Parce qu'en fait, Jurassic Park, alors c'est un très bon film, là-dessus je suis d'accord, mais c'est le premier film où tu as un mélange d'animatronique, donc d'effets mécaniques pour les effets spéciaux et déjà d'images de synthèse. Et à partir du moment où tu as le verre qui est dans le fruit, où tout le monde est waouh, comme c'est beau, et qu'en fait, le film, ce qui est important, c'est d'en mettre plein la vue pour le trailer, que les gens aillent le voir pour le trailer. Bah, en réalité, tu te retrouves à dépenser des budgets gigantesques en effets spéciaux et tu n'as plus tous les artisans qui font le sel de la mise en scène, en fait. Mmh. Désormais, tu as un découplage de la production. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
l'abus des CGI est effectivement un problème parce que ça fait des trucs qui sont invraisemblables, des batailles, des cascades, des machins. Il y a un côté que ça impacte aussi le jeu des acteurs parce Mmh. que à moins d'être vraiment très très bon, bah, tu vois qu'il y en a, ils savent plus. Ils ont Ça manque d'expressivité, quoi. Je veux dire, quand tu avais Predator, le film Predator, un autre film de John Mac, le film qui se passe dans la jungle avec un chasseur extraterrestre qui fait un safari sur des commandos américains. Mmh. Bon, les commandos, t'y crois pas parce que les mecs sont bien, c'est Schwarzy et ses potes, ils sont beaucoup trop musclés, enfin pour ça. Mais en fait, le tournage a été compliqué parce qu'il l'avait tourné dans la jungle du Nicaragua. Or, c'est une jungle montagneuse et les mecs, ils en chiaient vraiment. Donc, quand ils en font sueur, c'était pas de la fausse sueur, c'était pas du machin, et ça donne une impression de, mine de rien, rien ne remplace la réalité en fait. Et Et plus tu as de contraintes aussi. Plus tu as de contraintes parce que c'est comme, avec, l'époque classique. Pourquoi le théâtre classique à la Corneille était si bon? Parce qu'il y avait plus la fameuse règle des 3 unités, beaucoup de contraintes qui faisaient que tu étais obligé de te, comment dire? De te glisser dans les contraintes pour essayer de produire un truc bien. Tandis qu'à partir des années 90, il y a de moins en moins de contraintes avec la CGI d'un côté, et paradoxalement, il n'y a plus vraiment de censure, comme il pouvait y en avoir, dans les années 60-70. La censure, c'est un truc qui rend ultra créatif et je crois que c'est devenu un peu trop facile, en fait, voilà, c'est enfin, je sais pas, c'est my two cents comme on dit. ouais. Mais aussi le fait que, bah, dis en parlant d'un film qui a la dernière grosse claque, le dernier film qui fait un peu effet génération, qui est un phénomène de Mmh. société, je pense que c'est justement la fin des années 90, c'est Matrix, Ouais. qui lui utilise beaucoup les CGI, mais ce n'est pas un problème puisque c'est censé se passer dans une réalité virtuelle avec, ce ton vert un peu dégueulasse, Mmh. ces trucs de ninja, et cetera. C'est voulu, donc ça passe et c'est un peu, bah, ça annonce, l'internet pour tous, et donc le cyberespace. Ouais, mais alors, en plus, il y a un truc avec Matrix, c'est que, c'est l'arrivée dans la culture de masse, des cultures un peu qui étaient underground dans les années 90, la culture manga, avec Akira et cetera et également la culture cyberpunk, Mmh. qui existait depuis 84, mais qui était de manière littéraire. Il y avait Blade Runner qui avait fait un peu l'esthétique, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment cyberpunk, Blade Runner, déjà parce que la réalité virtuelle, il brille par son absence. La seule chose qu'on voit, c'est des publicités pour Atari, quoi. Mmh. Voilà. D'ailleurs, tu connais la légende sur Blade Runner, que toutes les entreprises qui ont des pubs dans Blade Runner ont fait faillite dans les années 80. C'est le fait qu'ils portent la Scoomoun. Et le troisième élément avec Matrix, c'est que c'est l'arrivée du cinéma de Hong Kong, qui était connu par les cinéastes un petit peu pointus, mais dans les années 90, toutes les acrobaties avec des câbles, ça se faisait pas du tout comme ça. Et moi, je me demande aussi s'il n'y a pas le fait que tu as un peu les grands mythes occidentaux qui s'essoufflent à partir des années 70. Voilà, le western, le machin, le truc. Donc tu peux t'en sortir qu'en faisant des trucs subversifs, Mmh. du genre, je sais pas moi, l'inspecteur Harry, comme Ouais. c'est subversif par rapport, aux films, classiques, de policiers gangsters, tout comme, l'exorciste est, subversif par rapport, je sais pas moi, au film de la Hammer. Mmh. Le problème, c'est que quand tu fais des trucs subversifs, bah, tu peux pas subvertir une deuxième fois le subversif. Non. Et donc là, le cinéma, se trouve un peu devant une impasse. Donc ils se disent: «OK, on va puiser dans tous les imaginaires un peu underground, manga, littérature de science-fiction, cyberpunk et tout». Sauf que, bah, là encore, tu les épuises. Ouais. Dans les années 2000, qu'est-ce qu'il leur reste? Les comics, qui étaient encore de la sous-culture. Parce que paradoxalement, je pense que les mangas, notamment en France, ont le plus
rapidement leur note de noblesse que les comics. Mais en fait, tu finis, tu es le vampire, tu as sucé le sang de tous les habitants de la ville. Mmh. Je sais pas. C'est sûr. Il y a aussi, il y a aussi cette tendance, moi dans mon boulot je le vois assez bien, mais c'est la volonté en fait de la licence qui doit traire en fait un maximum de clients, passe en s'exportant dans différents domaines de l'entertainment. C'est-à-dire que des personnages de comics doivent être adaptés au cinéma, qui doivent faire des jeux, des jouets, des jeux vidéo, des jeux de plateau, et tout doit. Et en fait, il faut que ce soit, il faut et du cinéma à la série, avec l'émergence du streaming, ça devient. Hein. Et en fait, on t'en fout partout. Au début, les premiers à avoir fait ça, c'est un peu comme le poème et le poète et la rose. La femme et la rose. Le premier qui avait fait ça était un génie, le deuxième un imbécile. Je crois que c'était Boris Vian. Les premiers à avoir fait un univers unifié cinématographique avec Marvel ont fait des centaines, peut-être même des milliards de dollars de bénéfices. Le problème, c'est que tu peux pas dupliquer ce modèle à l'infini. Et là, on voit pas mal de trucs qui tournent au fiasco. C'est-à-dire parce qu'on en vient à faire il y a un truc qui est en train de mourir, en fait. C'est pas seulement le film, je dirais pas le film, peut-être pas encore, mais en tout cas, le film qui se suffit en lui-même. Mmh. Maintenant, il faut qu'il y ait un petit truc qui dise attention, il va y avoir une suite. Attention, machin. Résultat, ça fait des histoires relativement incomplètes. Et, euh, et ça Et puis ne. et puis il y a aussi la question, alors ça, c'est très visible, par exemple, dans Deadpool. Là, dans le dernier, je sais pas si tu l'as vu, Deadpool, et Wolverine. Hmm. Personnellement, moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a mon mutant préféré, Gambit, dedans. Boy, make a clap the card and they make go boom, le diable blanc. Moi, voilà, quand j'entends ça, c'est le truc que j'ai toujours vu dans les comics et j'ai rêvé de voir au cinéma. Mais en fait, de plus en plus, les films correspondent à des scènes TikTok. C'est-à-dire que, bah, par exemple, la scène de Deadpool d'introduction où il bute plein de gens en dansant, sur une chanson, c'est typiquement un truc TikTok, en fait, pour devenir des mèmes, pour devenir, je pense qu'il résonne plus vraiment en termes de mise en scène, il résonne en termes de pastilles. Tu vois? De Hmm. pastilles que tu mets dans la bande annonce où tu dis: «Ah putain, va y avoir Gambit, oh putain, va y avoir» enfin, Gambit, il y avait pas mis dans la bande annonce pour faire l'effet de surprise, mais c'est en fait, c'est plus des stimuli qu'une véritable construction et c'est rigolo d'ailleurs parce qu'il y avait vraiment un modèle de la licence dans le cinéma. On le voit avec les Indiana Jones, c'était la trilogie. Ouais. Parce que la trilogie, c'est les 3 actes, ça renvoie un peu au théâtre classique Hmm. et d'ailleurs, les films eux-mêmes étaient en 3 actes souvent et là, avec les Marvel, ils ont gardé le système de la trilogie. Pour la plupart de Iron Man, Captain America, c'est des trilogies, mais en fait, c'est, du fait du multivers, du fait des interconnexions, ils vont au-delà des trilogies. Et tu peux pas, en fait, avoir une histoire qui se tient comme ça sur une dizaine de films. Non, et en fait, le pire, c'est qu'ils sont parce que les films ont l'air d'être un peu des plats principaux, avec entre eux des desserts et des trous normand que sont les séries. Sauf que ces séries, elles font donc en fait, si tu allais jusqu'au bout, mais tu en as pour des centaines d'heures, tu peux pas te mater tout ça. Et il y en a qui sont vraiment très mauvaises parce qu'elles vont développer des points ou des personnages qui sont d'un intérêt beaucoup plus limité, en fait. L'idée, c'est qu'à chaque fois, contrairement aux œuvres des années 80 ou début des années 90, c'est que les gens acceptaient que ça partait que c'était quand même un truc de genre, qu'il y a des publics que tu n'allais pas voir, qui n'allaient pas le voir, et puis, mais si ça fait un carton, tant mieux. Là, il y a vraiment l'obsession de croire qu'on va te faire des films
pour tous les publics. Par exemple, justement, dans l'émission que j'écoutais, il se moquait de la dernière série du MCU. Il parlait de l'histoire s'appelle Agatha Allelong, d'un personnage antagoniste d'une autre série Marvel qui s'appelle Vendavision. Et là, il y fait sa propre histoire. Donc, c'est donc une sorcière maléfique qui n'est pas spécialement sympathique, dont on va faire l'histoire pendant plusieurs, allez, à quoi, 8-10 épisodes. Mais et à un moment, les gens se disent, mais c'est fait pour qui tout ça? En fait, il y a un truc, c'est que c'est différent parce que ça se fait beaucoup dans le comics. Ouais. Mais Ouais, dans le comic, en fait, tu lis des voilà, tu lis des les co un comic, ça se lit en 5 minutes. ouais, Tandis que là, en termes d'argent et tout, ça mais je crois qu'il y a aussi un problème un peu d'appauvrissement du matériel originel. Parce que, les comics qui ont quand même complètement bousillé l'industrie d'Hollywood, les adaptations de Marvel. ouais, Parce que c'est le gros truc, en fait, des années 2010. Voilà, c'est en dehors des comics, point de salut. Et moi, je me rappelle que déjà, début des années 2000, on disait qu'on commençait mais qui ils ont adapté en comics encore comme personnage fondamental? Alors, le génie du Marvel Universe, c'est d'avoir pris des personnages complètement osef, du genre Iron Man, parce qu'Iron Man, dans les années 90, tout le monde s'en foutait d'Iron Man dans les années 2000. Même Captain America, il était ridicule. Ils ont les vrais héros des comics qui intéressaient les gens. Bah, d'ailleurs, c'est ceux qui avaient leur adaptation dans les années 2000. C'était les X-Men, ouais. c'était Batman, c'était voilà, Captain America. Il est habillé dans les années 80, même. J'étais gauche, je me rappelle, je voyais l'habit de Captain America, ça me faisait marrer. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait, comment il s'appelait là, le super-héros français, Super Dupont, de foutre de sa Ouais. gueule. Voilà. Non, non, Donc, ouais, c'était des trucs ringards, mais avec un bon interprète et avec ils trouvent aussi un twist. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un type, un brave mec, un brave petit gars des années 40, qui va se retrouver dans les années 2000, donc il y a un côté un peu visiteur, ce qui fait que le film marche. Iron Man, ils ont trouvé l'interprète idéal. Bon, bah, tu vas jouer un connard très satisfait de lui-même. Et le mec, il a Robert Downey Jr., ça lui va très bien. Alors c'est comme Batman, c'est comme Bruce Wayne, sauf que lui, il fait pas semblant d'être un connard. Euh, non mais Bruce Wayne est complètement psychopathe. Attends, c'est oui, un riche qui utilise sa richesse pour taper illégalement sur des pauvres. oui, Ah mais ouais. ils en ont fait 150. C'est-à-dire que dans les faits, ils peuvent pas sortir des trucs intéressants, mais à un point où ça en est, ils en viennent à chasser des publics qui n'existent pas en fait, parce Bah, que en plus, il y a aussi une grosse différence. C'est que dans les années 80, voire même dans les années 90, regarder un film, ça se méritait. Parce que tu allais au cinéma. Sinon, tu le regardais à la télé, mais il passait 2 ans plus tard. Il y avait les vidéoclubs et justement, il y avait les films de vidéoclubs qui étaient très particuliers aussi, qui étaient un peu des films, justement un peu trash. Typiquement, tu avais le premier film d'horreur de la série, genre Vendredi 13, qui passait au cinéma, qui faisait un carton, mais tous les autres, c'était bon, ils sortaient au cinéma, mais c'était limite des directs vidéo. C'était pour un public très précis, pubère, qui serait pas auquel ne parlait pas le cinéma classique. mmh, Tandis que maintenant, en fait, tu es plus dans cette, expérience unique. Tu vois, par exemple, tu avais la cassette de Retour vers le futur et dès qu'il y avait les potes qui arrivaient, tu la mettais et tu regardais le film 20 fois, tu connaissais les répliques. Tandis que maintenant, tous les films sont faits pour du streaming, pour du flux, pour, en fait, faire du gavage doigts, quoi. C'est que ouais, même tu regardes les trucs, même, tu les regardes seul, en déprimant. Moi, je me rappelle une fois, j'étais à une réunion de maîtres de conférences dans une université que je ne citerai pas, et il y avait une sorte de, je sais pas, une fête pour un anniversaire et tout. Il y avait quelqu'un qui m'avait fait remarquer, donc c'était plutôt les jeunes, tu vois, les alters, les mecs, et qui m'a dit, bah, tu vois, là, il y a une vingtaine de jeunes, bah, ils vont, après la fête, où c'est pas du champomis, mais presque, ils vont rentrer chez eux, ils sont célibataires, ils vont allumer Netflix, et ils vont regarder 3 heures de flux, en fait.
Ouais. Et il y a de ça, hein. Il y a de ça, faire du flux, mais au bout d'un moment, le flux, bah, forcément, tu as là encore, un film de super-héros, le Batman de 89, bah, tu le regardais, si tu l'aimais, tu avais la cassette, tu avais quelques cassettes, tu le regardais, des dizaines de fois. Mmh. Tandis que Ah, maintenant, bah, en fait, tu as un film de super-héros qui en chasse un autre. ouais, tu en fait un film, c'était un événement. C'était pas trop compliqué d'aller au cinéma. La place coûtait pas cher surtout et c'était, des durées de films relativement raisonnables. Tu vois? C'est le format, c'était bah, les films au-dessus de 2 heures étaient quand même très rares. Aujourd'hui, ils sont pour tous les cette veine de gros films d'action, ils ont tendance à faire très, très long, beaucoup trop long. Et c'est donc il y a peut-être aussi un défaut de maîtrise dans la façon de faire les films. Si t'as pas, tu vas pas dans telle salle avec, la dernière technologie du son, on va te dire que tu perds une partie de l'expérience. Oui, Donc tu maintenant, dois c'est aller une donc expérience, un tu vas film. aller chercher, ta place sur ton PC, donc tu vas aller, faire ton e-billet parce qu'il faut sauver la planète. Tu prends ton e-billet, par contre ton téléphone, je sais pas, il te dit: «Merde», donc en fait, il va falloir que tu l'imprimes, mais tu as pas d'imprimante chez toi. Donc en fait, déjà bon, tu finis par y arriver en jetant ton téléphone à l'autre bout de la C'est du pièce. vécu. Moi, je Ouais, connais pas ça, j'achète toujours des billets, papier. voilà, mais en fait, tu arrives et en fait, en plus, tu as été te choisir un créneau parce que comme les films sont longs et qu'il faut des places particulières, au lieu d'aller à la salle la plus proche de chez toi, tu vas aller à Pétaouchnok, parce que faut aller dans cette salle-là et Je te laisse l'entière responsabilité de ces propos, moi, je suis pas comme ça. attention, et puis ça t'a coûté 15 balles et en fait, finalement, et ben, en fait, tu arrives, tu pas forcément dans la même disposition. Parce à l'époque, en fait, bon, le film était pas bon, pas bon, pas terrible, tu faisais pas un fromage. Quand tu as claqué 15 balles et que tu as l'impression de t'être fait avoir et que tu as dû, te préparer ton truc un peu à l'avance parce que c'est toutes les raisons que j'évoque, bah, déjà, tu es un peu plus grognon. Alors que maintenant, tu peux pour toutes les bourses, tu as des écrans qui te font une expérience cinéma qui tu peux te faire une expérience cinéma à la maison et honnêtement, l'invasion, le changement d'internet a quand même énorme et les réseaux sociaux ont vraiment changé. Tu peux pas te connecter sans trouver des extraits de films absolument partout. Oui, ou des trailers aussi. Des trailers. Les trailers, c'était un événement, même encore au début des années 2000. Parfois, tu allais voir un film pour voir ce qu'allait le pour parce que tu avais la bande annonce qui allait passer avant. Mmh, Tandis que maintenant, les trailers, tu les as partout et souvent, les trailers montrent les money shoot du film, donc mmh. voilà, Ouais, il y mais a mais il y a vraiment quelque chose à faire, en fait. Moi, je pense que plus quelque chose est rare, plus, bah, tu vas voir le truc au fond et c'est pareil, moi, je me rappelle quand la cassette est arrivée. Alors bon, bah, beaucoup de gens avaient l'habitude de ne voir le film qu'au cinéma, à la télé. Là, brutalement, tu pouvais le rembobiner, tu pouvais voir des scènes et ça fait que les œuvres ont été de plus en plus déstructurées en scènes plutôt qu'en films et tu vois d'ailleurs sur YouTube, tous les vieux films des années 80, les gens regardent pas le film entier, ils regardent la scène mmh, et c'est vraiment, et après il y a aussi une question à mon avis de matériel, c'est que souvent le cinéma s'appuyait sur des romans et que mine de rien les romans, tu as une mise en scène, tu as une tension narrative, faut tenir sur 300 pages. Tandis que, quand tu t'appuies sur des comics, le comics repose sur des arcs, sur un an, en fait, sur le système du roman feuilleton. mmh, C'est ça qui rend intéressant le comics, c'est que putain, là, Iron Man, comment il va vaincre la Crimson Dynamo? Cliffhanger, va falloir que j'attende un mois. ouais, Sauf que ça, bah, dans le cinéma, tu dois avoir toujours le truc, donc c'est pas du tout la même construction narrative. Tu vois, par exemple, Fantomas. Bah, Fantomas, c'est pas un hasard si on en a fait une comédie, quand on l'a adapté au cinéma, parce que, un roman feuilleton, c'est super chiant, enfin, c'est impossible de le synthétiser en 2 heures. Parce que ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu attends chaque semaine la suite. mmh.
Bah, le problème de tous ces bah, de cette adaptation à tire-larigot de support, c'est fait pour être court et qu'un toi tu quand même on essaie de faire des films de 2 heures à partir d'un truc de 15-20 pages. En C'est fait, que on a un film de 2 heures à partir souvent de 10 ans de comics. voilà, Donc mais c'est c'est pas, je parlais ouais, c'est vrai que j'ai plus en tête les épisodes en fait les adaptations dans les séries en streaming. Le problème, c'est qu'à un moment, la rareté faisait quand même que tu étais à la fois impatient de le voir. Si le film arrivait à t'accrocher, et un film, en fait, il t'accroche en fait dans les 5 premières minutes. Si mmh, tu, je dirais, mais j'avais dit, je pensais 15, mais en fait, maintenant que j'y pense, c'est plutôt 5. Tu vois, faut que la première Matrix. scène d'introduction, faut que ce Matrix, soit c'est l'exemple type. Matrix ou Terminator, etc. Eh ben, en fait, si tu fais ça et que tu es quand même dans de bonnes dispositions, eh ben, peut-être que si le film n'est pas parfait, tu es indulgent. Mmh. Si en fait, tu te retrouves avec un machin qui en fait n'est qu'un morceau d'un truc un peu plus vaste et que t'as pas tout. Enfin, ils font. Il y a, je ne sais pas si les professionnels ils en ont conscience, mais j'ai pas l'impression qu'ils comprennent les enjeux en fait de capter l'intention du public. Il faut. Bah, il y a aussi eu un passement générationnel dans les années Mmh, 90. mmh, C'est qu'on est passé des cinéastes aux clippers mmh, et ça a quand même fait beaucoup de mal parce qu'à partir du moment où un clipper a l'habitude de faire des vidéos de 3 minutes. mmh. Donc en fait, son film, ça va être un costume d'arlequin de scène de 3 minutes, et il y a pas le fil rouge. Moi, c'est ce que je trouve souvent, par exemple, dans les films des années 50, c'est qui est fascinant. Je pense, par exemple, aux films de KPDP et cetera. C'est que tu avais un fil rouge, en fait. Chaque scène amenait l'autre scène Mmh. et tu étais emmené avec ça. Tu avais un vrai vocabulaire cinématographique. Tandis que maintenant, chaque scène est conçue comme indépendante. Ouais, et ils avaient un Donc certain respect de la dramaturgie. Par exemple, le fusil de Tchekhov, si vous montrez un truc, c'est qu'il faut que ça ait un sens. Si quelqu'un dit quelque chose, il faut que ça veuille dire quelque chose. Sinon, c'est que vous en avez pas besoin. Alors que là, en fait, toutes les scènes sont le pire, l'un des pires exemples de ce type des clippers, ça a été Zack Snyder. Il a commencé avec, il a été construit comme bankable parce qu'il avait adapté pas trop mal The Watchmen, donc le roman. alors là, on va pas être d'accord. J'ai dit pas trop mal, j'ai pas dit Ah que. oui, moi, Mais, j'ai dit vraiment à chier. C'est la différence mais entre toi et moi. Là, je te friendzone parce que c'est pas possible. Tu lu la le, BD? Tu lu la BD? Non, c'est mais tu lu la BD ou pas? tu peux pas faire mieux en fait pour une adaptation. En fait, tu aurais pas pu, ou alors t'en fais, ça dure 3 heures, tu peux pas moins faire. Le gros Vaut mieux problème, pas faire. c'est Non, que moi, je trouve que le la, seul bon moment, tu vois, ce qui est rigolo dans The Watchmen, je vais pas te lâcher là-dessus, hein. Le seul bon moment dans The Watchmen, c'est justement l'introduction au clip. Tu sais, où tu as une chanson, je crois que c'est de Bob Dylan, et tu as, plein d'éléments qui se montrent l'écoulement du temps des années 40, 50, 60, 70. ouais. C'est un clip, c'est l'introduction. Ça, c'est bien, oui. Bah, comme il arrête pas de sauter d'une époque à l'autre, en fait, oui, effectivement, la trame narrative, en fait, elle est l'histoire principale, tu t'en fous, en fait, et c'est plus ou moins passé. Mais le problème, c'est qu'après, sur ces autres films, ça se voyait qu'il y avait, que ça manquait de direction, qu'il y avait pas de, quand il a fait sa trilogie Superman, ça s'est vu que ça manquait de colonne vertébrale, tout ça. Alors, le pire de tout a été évidemment ces films quand il a essayé de faire ses propres, quand il a été viré
du monde merveilleux des adaptations de licence et qu'il a essayé de faire son propre truc avec Robin Moule, ça a été une abomination sans nom. Quand tu sais que C'est mes enfants le regardent, j'ai raté leur éducation. Mais le problème de tout ça, c'est que en fait, je suis pas entièrement d'accord avec toi sur le fait avant ils adaptaient des romans. Je veux dire, certains très bons films d'action, enfin, étaient des idées de scénaristes, des trucs très simples. Et puis tu développes un scénario autour. Bon, hein, le robot tueur venu du futur. Et oui, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il cherche la bonne femme, mais comment il fait? Il la connaît pas, bah, il cherche dans le bottin. Et mais il y en a plusieurs, bah, il va toutes les tuer. Du coup, le type qui doit chercher sait qu'il y a des femmes qui s'appellent Sarah Connor qui commencent à tomber comme des mouches, donc lui, il cherche et ça va lui donner le petit quart d'heure d'avance. Tu vois, Tu c'est des trucs. imagines l'horreur, pareil, un robot du futur, il doit tuer un Michel Barnier. Ok. Regarde dans le Bah, putain. non, mais t'imagines assez Michel bien les mecs autour d'une table et enfin, en mode ping-pong, tu vois. Donc il y a pas c'est pas du roman si tu veux. T'en as qui Barnier. adaptent aussi. Il y a eu pas mal d'adaptations à base d'histoires vraies. L'idée c'est que je pense que les mecs à l'époque, ils savaient qu'ils devaient faire un produit fini, qui devait convaincre en lui-même, que la suite c'était une option mais totalement hypothétique. Et qu'il fallait, ils avaient 5 minutes, enfin que les 5 premières minutes étaient décisives et que tout ne pouvait pas être gardé. Tu as des tas de coupes. D'ailleurs, c'est un truc qu'on trouve sur YouTube, les scènes coupées au montage. Et les gens débattent savoir si c'était bien ou pas de les jeter, mais en fait, tu es obligé de jeter. Et ça me permet de revenir sur la polémique sur le Deadpool versus le Wolverine, parce que Ryan Reynolds est aux prises avec une actrice qui jouait She-Hulk dans une série qui a été très mal reçue Ah parce qu'elle oui. est hyper cringe et Ouais. je vais pas Ah oui. m'étaler dessus. Mais en fait, elle était censée faire une petite apparition, elle a été coupée. Et en fait, là, elle utilise en fait les réseaux pour hurler à la mort et parler Dire que c'est de du, la ma- féminologie. du machisme, etc. Et ça, c'est un truc qui est vraiment les réseaux sociaux. C'est-à-dire que chaque acteur, actrice, et même des nobody qui n'ont pas qui sont très peu, dont c'est quasiment le début de carrière ou qui ont une carrière très Oui. médiocre avant, s'ils ont suffisamment de followers, s'ils savent y faire un peu, ils peuvent foutre suffisamment ils peuvent foutre un bordel qui est totalement inédit à l'époque. C'est vraiment quand on. Ouais, non, mais c'est ça, dans les années 70-80, tu avais pas les réseaux sociaux, donc tu étais peinard. Hmm. Par exemple, pour reprendre les comics, on va s'éloigner un peu du cinéma, les X-Men. La première équipe de X-Men, elle est à chier avec Iceman, Cyclope, Angel, c'est pas les plus intéressants. En 75, il y a Marvel qui dit: «Allez, fuck it, on fait un soft reboot et on va faire une nouvelle équipe avec des X-Men, notamment une équipe de mutants internationaux, Nightcrawler, Colossus, Sunfire pour un temps, Tornade, et tout». Et bah, brutalement, ça monte de niveau, c'est beaucoup mieux. Sauf que de nos jours, tu ferais comme ça un truc où l'équipe qui existe depuis, je me rappelle plus, elle devait exister depuis une dizaine d'années. Brutalement, tu les mets à la poubelle, tu les remplaces par une autre. Mais ça ferait un scandale. Tu aurais une shitstorm sur Twitter incroyable. Tandis que là, c'est un peu du mal armé, quoi. D'un coup de dé, battre l'univers et on s'en bat les couilles de ce que pensent les gens. Ce qu'on va regarder, c'est les ventes. Et les ventes, quand même, c'est sur le long terme, etc., etc. Donc, je crois qu'aussi, c'est très, très difficile de faire des choses qui vont vraiment choquer. Et moi, j'ai envie de prendre l'exemple là encore de Marvel. Marvel, ils avaient la formule ultra classique, tout le monde était content. Et brutalement, ils se sont dit, les gens disaient, ouais, mais c'est toujours la même chose. Donc, du coup, ils se sont mis à faire des trucs un peu disruptifs, du genre Iron Man 3, on découvre que le mandarin, c'est pas le vrai mandarin, ou alors She-Hulk, par exemple, qui a été vu comme une série disruptive. Et en fait, les gens n'étaient pas contents parce que c'était ça, immédiatement, ils ont gueulé, quoi. Hmm. Et en permanence en otage de la gueulante des gens.
Oui, et qui poussent dans un sens ou dans l'autre. Tu as les woke, Parce les que dans anti-woke. les années 80, ça n'existait pas, quoi. Non, ça n'existait pas. Et en fait, tu vois il y a des exemples un peu caricaturaux. Tu vois là, par exemple, Disney, il y a leur pire cauchemar. Alors, tout va mal chez Disney parce qu'ils ont planté Star Wars. Mmh. Pareil, Star Wars, c'était censé un événement. Aujourd'hui, tu montres une image Star Wars, mais les gens, ils font une notion de rejet. Enfin, c'est la licence, ils l'ont tuée. Remarque que Même dès si, 83, hein, dès ouais, le retour du Jedi, c'était compliqué Star Wars. bah, c'était censé être la fin. Ouais, voilà. après, Euh, ça quand même. le truc, qu'est-ce que je voulais dire sur le merde, j'ai perdu le fil. Tu vois, comme les cinéastes. Non, non, mais c'est horrible. Tu parlais de quoi? Désolé. C'est pas Tu faute m'as en plus. tu m'as coupé. Gaucher comme un lapin en plein vol, comme disait Thierry Roland. C'est dans le match de foot. Oui, tu disais que c'était censé être la fin. Tu prends Star Wars. Ouais, mais ce qu'on disait avant. Ah oui, le pire truc qui leur soit arrivé, c'est à Disney. Là, c'est le live de Blanche-Neige. Les retours sont extrêmement mauvais et ils ont engagé, je ne sais pas, une jeune femme qui n'a une carrière qui est au point zéro, qui voilà, une pure débutante, quasiment presque. Et en fait, chaque fois qu'elle ouvre le bec, chaque fois qu'elle présente, elle provoque une catastrophe de communication. Et tu te dis, mais comment c'est possible? À l'époque, enfin les gens, tu savais que tu devais te taire. Alors elle a fait plusieurs trucs. Déjà, elle a chié sur le dessin animé originel en disant que c'était quand même super daté, c'était très cringe, machin, le prince qui embrasse la princesse, ça dans son sommeil, bizarre. Disent, sauf que bon, la Côte d'amour des anciens Walt Disney, précisément le premier de tous les grands, des classiques de Walt Disney, est quand même énorme. Donc tu dis pas ça. Ensuite, elle a été allée se prendre la tête avec celle qui joue l'actrice Gal Gadot, qui joue la méchante belle-mère, en disant Free Palestine. Gal Gadot est israélienne, donc ça c'est pas mal. Et à chaque fois qu'elle la ramène, eh ben, elle se victimise sur les réseaux sociaux. Donc il y en a qui suivent, mais c'est surtout qu'elle ferait encore du bad buzz et qu'en fait, au point qu'on se dise, est-ce que ce film va seulement sortir en fait, tellement C'est il un est drame, saboté. Ce qui de prouve point de quand vue même artistique. et qu'en face, on a des. Non, ça ne va pas valoir grand-chose de toute façon, parce que le trailer, c'est quand même très très malaisant. Euh, Tu vois quand même des mecs, comme des PDG multimillionnaires qui gagnent des millions et qui ont tout leur staff, là, les Bob Iger et compagnie, qui sont incapables de. Tu sens que ces gens-là, face aux Avoir réseaux une sociaux, emmerdeuse. non, mais c'est qu'ils sont face aux réseaux sociaux, face à ce genre, vraiment un comportement de sale gosse, ils sont incapables de gérer ça. C'est-à-dire qu'ils sont terrorisés par les réseaux sociaux et ils savent pas. Alors, est-ce que c'est parce que il y a les fonds d'investissement derrière qui poussent à un certain agenda? Il me semble. Je crois qu'il y a aussi une évolution avec le cinéma. C'est qu'en fait, le cinéma, c'est une mythologie. Hmm. Avec la star, Cary Grant, et cetera, et cetera. Il y a vraiment cette idée que le cinéma accompagne la société de consommation triomphante. Et ça, c'est bien dans les années 50, 60, 70. La société de consommation triomphante, dès les années 80, commence à y avoir un malaise, en fait, un petit peu. Et on passe bah, justement de. C'est un truc, je trouve, je ne sais pas si tu as vu The Fabelmans, qui est l'autobiographie de Spielberg, qui raconte bah, justement en fait, son rapport au cinéma. Et je trouve que c'est un film assez touchant. Et on voit bien comment, dans les années 50-60, il y a toute une mythologie autour du cinéma, qui est aussi la mythologie de la société de consommation triomphante. Et il met notamment beaucoup en scène son obsession de John Ford, le réalisateur mythique qui fait voilà, en cinémascope les paysages de western et tout. Et dans la dernière scène, il se met un petit peu en scène comme rencontrant John Ford
Et là, John Ford lui dit un truc, tu vois, une connerie, une phrase, et de cette phrase, Spielberg va bâtir toute sa carrière cinématographique. Mais la différence entre Spielberg et John Ford, c'est que John Ford s'appuie sur la mythologie de l'Amérique triomphante. Tandis que quand Spielberg arrive dans les années 70 avec Duel, avec Les Dents de la Mer, on n'est déjà plus dans la mythologie. On n'est pas dans un grand récit, on est dans un truc qui est beaucoup plus intimiste, la peur du requin, gagner de l'argent, en fait, avec des peurs très individuelles. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a un rapport où c'est plus une aventure collective d'aller au cinéma, c'est quelque chose, c'est une aventure individuelle. Et ça, c'est beaucoup les années 70, 80, 90, avec le vidéoclub, avec les potes qui vont regarder un film. Le gros problème, c'est que même ça, l'aventure individuelle, en termes de consommation, ça fait chier les gens à partir des années 2000. C'est vraiment la crise majeure de la société de consommation. Et donc, on se retrouve avec un cinéma qui n'a plus la star, qui n'a plus le rêve, qui n'a même plus en fait le plaisir. C'est devenu un outil de consommation morne comme les autres. Un exemple simple, quand on était gamin, inviter une fille au cinéma, c'était l'équivalent pour les jeunes d'un invité au restaurant. Ça coûtait moins cher pour les plus grands. Aujourd'hui, je pense que tu invites quelqu'un au cinéma, je pense que tu te fais envoyer chier. C'est un peu. Non, le cinéma est vraiment tombé de son piédestal. Ça c'est un fait d'ailleurs. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais je pense pas que le règne de la série, du streaming, va être assez court finalement. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même déjà un essoufflement par rapport, parce qu'ils veulent vraiment le mettre à toutes les sauces. Et moi, je Il y a trop maintiens de séries déjà, à moins d'être chômeur, tu peux pas les regarder. Hein. déjà. Et surtout, il y a des formats, il y a des univers que tu peux pas adapter. Tu peux pas tout. Je pense qu'il y a quand même des choses je pense que les choses ont une ADN, selon moi. C'est-à-dire que un personnage de manga, il va rester, ou d'animé, doit rester en son animé. Tu peux pas en faire des lives. D'ailleurs, les adaptations d'animé sont en général très cringe. Surtout quand c'est des Américains qui les font. Mm. Mais tu vois, Star Wars, des séries Star Wars sur le papier, ça peut sembler séduisant, mais combien de ces séries, en fait, se sont terminées, inachevées, faute d'audience? Mais tu vois, en plus d'un point de vue mythologie, pour revenir à ça, la mythologie, c'est un film les Star Wars, chaque film est capable de charpenter et de sous-tendre un univers. Et après, ce qui est intéressant quand tu as comme ça des cadres, quand tu as la charpente, tu continues à broder. Le meilleur exemple, c'était le film sur Han Solo, les origines d'Han Solo. Tout le monde s'en battait les couilles, mais en fait, le moindre truc qui laissait la part d'imagination, pourquoi Han Solo, on dit, il tire toujours le premier, c'est expliqué dans le film. Pourquoi il a, je sais pas, 3 galons à un côté et 2 d'un autre, c'est expliqué dans le film. Et en fait, ça te retire tout le rapport individuel, tout le rapport où tu vas te construire, où tu vas avoir des discussions sur pourquoi c'est comme ça. Tu sais, typiquement Blade Runner. Est-ce que Descartes est un répliquant ou pas? C'est des Mm. trucs, tu en parles pendant 30 ans et ça permet de développer l'imagination, d'avoir un autre rapport au film. Et là-dessus, ils ont été assez malins dans la suite de Blade Runner, puisque plutôt que de répondre à la question, à un moment, on pose la question au chien de Descartes, est-ce que c'est un répliquant? Il lui dit, demande-lui toi-même. Parce que là, ils ont compris la force du mythe. Mais le problème, quand tu fais des séries à la Star Wars, tu veux colmater toutes les brèches, tu veux faire du lore, en fait, et le lore, c'est aux gens de se l'inventer. En Tu vois, partie, ouais. le monstre qui est là dans la benne à ordures de l'Étoile Noire, à la limite, bientôt, ils vont l'expliquer en 20 pages. Non, mais non, mais t'as entièrement raison là-dessus, parce que effectivement, en fait, le lore sert de toile de fond. Si tu vois, une peinture je sais pas, de Léonard de Vinci, t'as la Joconde ou la Seine. Bon, bah derrière, t'as un paysage. Et puis, si tu regardes bien, tu dois avoir des bergers qui gardent. T'as pas envie d'avoir l'histoire du berger.
t'en tapes. C'est là pour donner du champ, pour donner de la vie à un Oui, tableau. Là, c'est pareil. C'est vouloir tout déplier en fait. C'est très rigolo parce que j'avais lu un comic de Garth Ennis. J'avais lu The Boys, le comic de Garth Ennis. mhm. Et à un moment, en fait, une corporation qui Oui, gère mais c'est des suite à super-héros Amazon. qu'elle a créé elle-même. Et à un moment, tu as un des cadres qui avait monté un logiciel pour savoir, il mettait l'équipe des Boys et l'équipe des 7 dans une simulation pour savoir qui gagne à la fin. Et son supérieur et en fait, elle évoque au passage Teiju Inquisitive Mind of the Nerds. C'est-à-dire que tu as quand même chez le public des nerds, une envie constante de savoir le power level de tel des C'est un truc très super-héros. américain, hein. C'est Je pense très, que très. c'est surtout les Américains qui sont comme ça, Oui, qui mais aiment le c'est eux. lore. Mais Ah ben, leur leur goût, avis ça vaut compte le plus coup. leur avis pèse plus lourd que le nôtre du point de vue d'Hollywood. Et peut-être par la lecture des réseaux sociaux, je pense qu'ils ont pris ça au pied de la lettre. Ils se sont dit, bah, putain, c'est ça qu'il faut. On va faire des side stories, des machins, et on Mais va du en. genre, typiquement Boba Fett. Dans la trilogie originale, Boba Fett, tout le monde s'en fout. Ouais. Et après, tu apprends comment il a survécu de se faire digérer du machin. Alors que tu pouvais imaginer la digestion, comment c'était horrible. Bah non, tu as une scène où tu vois comment il échappe à la digestion. Mais Enfin, c'est c'est surtout qu'en fait, ça avait déjà été fait dans les comics de l'univers étendu, ça allait bien, mais non. Donc en fait, une fois que en fait, il y a un moment, on devrait s'interdire de faire des adaptations à tire-larigot. C'est-à-dire que si une idée a déjà été exploitée dans un support, c'est pas la peine de la dupliquer sur tous les supports. Or, malheureusement, ça va à l'encontre de la logique marchande. Mais le fait est mais que combien surtout qu'il y de a bids Disney, puisque c'est Disney qui possède tout ça maintenant, combien de bids bientôt, ils vont racheter Disney la zone libre. non, Mark my mais words. combien de Ça, bits Disney il va sera bien devoir, dit, moi, j'ai pas dit du mal de Disney. combien de bits Disney va-t-il devoir encaisser avant de se dire si on changeait d'avis, si on changeait de fusil d'épaule. Mais tu vois, juste pour rebondir sur l'univers étendu de Star Wars, parce que comment dire? L'univers étendu, il y avait les films qui étaient la grosse charpente, qui était le truc dont on parlait, tout le monde le connaît, et si tu avais envie de creuser, eh bien, tu allais piocher dans l'univers étendu. Star Wars s'est énormément développé le lore grâce notamment aux jeux de rôle, et le jeu de rôle était ultra puissant parce que le principe d'un jeu de rôle, c'est tu pars d'un archétype commun qui a été fourni par le film et après tu l'inventes, tu le tweaks, tu vas le mettre à ta sauce. Et le jeu de rôle Star Wars d'ailleurs, bah, quand est-ce qu'il est mort? Au moment où George Lucas a fait la deuxième trilogie. Parce que là, George Lucas en a eu assez d'avoir quelqu'un qui vérifiait la continuité, que le jeu de rôle n'allait pas dans une direction où il ne voulait pas aller. Donc tout simplement, West End Games, ils se sont fait buter à cause de ça. Donc je pense que ce n'est pas forcément l'univers étendu qui pose un problème, mais c'est qu'il y a vraiment, il doit y avoir un modèle, et ensuite, à partir du modèle, bah, tu le déclines sous différents supports qui chacun va pouvoir aller d'un côté et ça va être vraiment les mordus qui vont s'en emparer. Mais le problème, je crois que dans le cas du Marvel Cinematic Universe, ils ont pris le truc à l'envers parce que ce qui doit être iconique, c'est le film. C'est le film qui doit inventer le truc. Or, ce qui est iconique, je suis désolé, dans Spider-Man, ce qui est iconique, l'image que tout le monde a de Spider-Man, c'est le comic, par exemple, où Spider-Man est sous un immeuble qui est effondré, il passe tout le comic à se dire je vais crever. Et c'est du comic qui a fait ça. Comme c'est du comic, les grandes scènes de X-Men, c'est dans le comics. Et tu vois, il y a, le cinéma se retrouve la cinquième roue du carrosse. Et le paradoxe, c'est que c'est quand même ça qui rapporte de la thune. Le- Il y a eu beaucoup, par exemple, dans Star Wars, de tentatives justement pour donner le premier rôle à des personnages qui avaient été pensés vraiment comme
comme des accessoires, des sidekicks, et ils ont voulu en faire des personnages principaux, et, et ça marchait pas, en fait, parce que en fait, ils sont pas assez intéressants. Enfin, je pense que on peut-être finir sur ce dernier exemple. Il y a eu Ring of Power, c'est-à-dire la série d'Amazon sur l'univers de Tolkien, qui est une catastrophe au tel point que la saison 2 a réussi l'exploit de faire l'unanimité contre elle, c'est-à-dire que ce soit de Numérama, c'est-à-dire la version numérique de Télérama, l'enfant de Elles sont Télérama. le mec de Télérama, Numérama? Je crois, ouais. Putain, il nous poursuit sur internet. Il a pas des cauchemars, c'est bon. Et de ça jusqu'au youtubeur contrarien jamais content, en fait, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde, même si tout le monde le dit un peu de façon différente, mais J'ai c'est pas regardé. nul. Et l'idée, c'est que ils ont pris des éléments mineurs de la mythologie de l'univers de Tolkien, c'est-à-dire les appendices qui résument assez brièvement ce qui s'est passé pendant le Deuxième Âge, et ils veulent en faire une série à rallonge, etc. Et c'est nul. Mais ça Alors aurait pu faire un jeu de rôle ils à en la ont, place. ils en ont, et ça a coûté 1 milliard que tu vois pas où sont passés les milliards. Et en plus, j'ai vraiment l'impression que, au moins, tu vois, les professionnels d'antan qui faisaient des films, qui tenaient la bout, ils avaient quand même une capacité à visualiser, de se dire qu'est-ce que ça va donner sur l'écran, de se mettre à Mhm. la place de se mettre à la place d'un peu du téléspectateur, parce qu'eux-mêmes étaient aussi des amateurs de cinéma. C'est-à-dire que voilà, Spielberg, avant de faire des films, il a été il a bouffé il a bouffé Oui, du cinéma, etc. Tarantino est aussi lui, si tu veux, c'est lui, par contre, il vient après Spielberg en termes de génération. Sa culture, c'est le vidéoclub, très clairement. ouais. Et c'est tout de suite beaucoup moins bien. Certes. Bah, c'est autoréférentiel. C'est tu Mm. dynamites, tu disruptes, mais le problème, c'est que comment tu fais pour disrupter Tarantino? Et Euh, Et là, c'est un petit peu de tu vois que l'esbrouffe. Ring of Power, ça a été fait par des gens qui se projettent pas, qui se disent qu'est-ce que ça va donner, et qui probablement n'ont même pas regardé ce qui s'est fait avant. Tu vois, par exemple, t'as une bataille absolument ridicule où Galadriel croise le fer avec Sauron, et c'est absolument pathétique. En plus, Sauron la drague, plus ou moins, donc c'est un cringe absolu. Alors que et pourtant, cette trilogie-là n'était pas terrible. La trilogie du Hobbit euh, Oui. qui À la fin, était, notamment, moi j'ai trouvé que surtout le troisième était ultra compliqué parce qu'ils ont mis une bataille qui faisait une ligne dans le bouquin pour vendre des figurines Warhammer. oui, Et oui, ça. Et moi j'ai honnêtement, bien aimé le premier Hobbit. le Le premier premier était de la pas, trilogie était bien, j'ai le trouvé. premier était vraiment pas mal. Bon, il y avait le dragon aussi, ça aide. Il est dans le deuxième, surtout. Ouais. Ouais, Et il y a une tension quand même. Et ouais. le truc, c'est que le troisième est une erreur. Mais tu vois qu'en fait, le gars en question, enfin, autant la première trilogie, Le Seigneur des Anneaux, c'était son bébé, il a tout maîtrisé du début à la fin. Là où tu sens quand même que c'était une œuvre de commande, je me demande s'il y croyait pas. Mais quand même, il a rajouté une scène totalement artificielle qui n'existe pas, où tu vois le Conseil blanc, c'est-à-dire Galadriel, Elrond, Gandalf, etc., se taper avec une sorte d'avatar de Sauron. Mais c'est quand même une bataille à coups d'éclairs. Le ciel change de couleur. Il rase à peu près tout sur une centaine de mètres. Donc tu sens que, quand même que ce sont des gens assez puissants. Et là, en fait, tu prends les Ring of Power, ça te parle quand même de gens qui sont au minimum des demi-dieux dans l'échelle de machin, Déjà et pas mal, ouais, qui dans la sont hiérarchie qui relationnelle sont élémentaire. même les elfes, c'est limite, ils sont à peu près l'équivalent de demi-dieux grecs, et en termes de capacité par rapport à des humains. Et quant à Sauron, c'est peut-être pas le plus, il est peut-être cadre moyen dans la hiérarchie divine, mais il est quand même un dieu.
C'est pas quelqu'un, tu peux pas l'affronter. C'est toute le truc, tu peux pas l'affronter. Ça ne sert à rien. Et même si tu venais à l'affronter, si c'est pour finir par, c'est par devenir comme lui à la fin et d'être corrompu, ça ne sert à rien. D'où un espèce de jeu entre les gens, les power that be de la Terre du Milieu qui va durer des siècles, des millénaires, etc. Et en fait, c'est inadaptable. Ça n'a jamais été pensé pour être adapté. Alors, c'est ce qu'on disait aussi du C'est Seigneur même des pas Anneaux, hein. racontable. Tolkien ne l'a même pas raconté. Si Tolkien ne l'a pas raconté, est-ce que c'est une poignée de Californiens buveurs de... Après, il y a un vrai problème aussi. Je pense que c'est toujours une question de la source du matériel et je te propose, on s'arrêtera Ah, là-dessus et ouais, on pourra ouais. continuer la semaine prochaine. C'est que Tolkien s'appuie du folklore, islandais, des sagas islandaises. Le Seigneur des Anneaux, c'est une copie conforme un peu des sagas islandaises. Après, Peter Jackson s'appuie sur la copie des sagas islandaises par Tolkien. Et là, les mecs qui font la série Amazon s'appuient sur Peter Jackson, qui s'inspirait de Tolkien, qui s'était lui-même inspiré d'eux. Donc, au bout d'un moment, ça commence Oui, à faire forcément. beaucoup, quoi. Il y a un épuisement, une loi des rendements décroissants qui est à peu près inévitable. Ouais, Mais ce qui est exactement. choquant, c'est de voir Surtout, ces gens-là, ils n'ont pas vu Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson tout court, c'est pas possible. bah, à mon avis, ils Euh, l'ont peut-être vu, mais après, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, c'est pas génial non plus, hein. ouais, mais si tu entres là-dedans, Parce que moi, c'est quand même ultra pas subtil. Moi, je me rappelle, par exemple, l'attaque de la tour de Saruman. Dans le bouquin, tu n'as pas la scène de combat. Tu as les Ents qui arrivent et en fait, après, tu vois la tour avec partout des branches d'arbres qui a été détruites par la nature. Et tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois des armées de CGI, d'Ents qui attaquent des orques qui leur cassent la gueule. Alors que moi, personnellement, je m'imaginais que les arbres étaient arrivés tranquillement, tu sais, que les lierres étaient arrivés tranquillement, qu'il n'y avait même pas eu de combat, en fait. Ça s'était fait de manière pacifique. Il faut quand même admettre que dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ont été expurgées toutes les scènes un petit peu subtiles. Tom Bombadil, etc., non, mais Tom etc. Bombadil, oui, c'est un. Là, on en reparlera plus tard, mais ça, non, honnêtement, c'était pas adaptable, tout simplement parce que Tolkien l'a mis là pour dire que quelque part, il y aura éternellement une part de mystère, de trucs inconnaissables et qui sont pas dans l'histoire. C'est-à-dire ça donne, c'est justement, on parlait d'éléments qui sont là pour donner de la profondeur. Bah, cette espèce de parenthèse dans le premier livre, en fait, te donne vraiment l'impression que tu entres dans un univers immense et très mystérieux. Mm. Et quand on dit bah pourquoi on lui donnerait pas l'anneau lui puisqu'il est si balèze, non non surtout pas parce que il est tellement indifférent qu'il serait capable de le de l'oublier de l'oublier de l'oublier dans un coin voilà et en fait c'est ça qui est et t'as pas Mais plus ça, d'explication et ce ouais, côté mais au mystère. cinéma, tu avais plein de scènes aussi comme ça. Par exemple, dans Les Dents de la Mer, tu sais, quand ils trouvent le cadavre du marin sur le bateau qui est à la dérive, tu sais jamais comment il est mort. Si c'est le requin qui l'a tué, si c'est pas le requin. Il y a souvent dans les films des choses comme ça, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc je crois que moi je pense que c'est un vrai problème de subtilité. Après, je t'avoue avec Peter Jackson, je préfère nettement par exemple King Kong au Seigneur des Anneaux, mais ce que je préfère avant tout, c'est Bad Test. Parce que Bad Test, tu as quand même une scène où tu as un prêtre zombie qui fait un enfant avec une autre zombie, il y a un enfant zombie, et après tout le monde, les zombies se font dégommer à la tondeuse à gazon. Et là, le truc, il y a vraiment le côté complètement taré, qu'on retrouve un peu dans Le Seigneur des Anneaux, parfois dans la présentation des forces du Mordor, notamment les cavaliers, mais tu sens aussi que bah, ils ne se sont pas autant lâchés, quoi. Bah, honnêtement, je pense que l'adaptation, c'est la meilleure chose qu'ils auraient pu faire à l'instant T. Dis-toi même qu'aujourd'hui, ce ne serait même plus possible. Tu penses? Ah non, ce serait plus possible. Cet usage un peu restreint et à l'économie des CGI, Mhm. ce mélange, le fait d'avoir tourné en live,
tu vois, les scènes de combat, elles sont chorégraphiées. D'ailleurs, c'est connu, l'acteur qui joue Aragorn s'est pris un certain nombre de blessures assez tu vois, ils ont encore, on faisait encore, c'était encore du cinéma, d'accord, avec les limitations possibles parce que les limitations et les compromis qui sont inévitables. Mais honnêtement, ce que nous montrent aujourd'hui les ratages des adaptations actuelles, quelle que soit la licence, c'est que malheureusement, maintenant, j'ai l'impression que les gens qui ont le pouvoir de décision ne savent plus ce que c'est, ne savent pas ce que c'est que le cinéma. Après là-dessus, il faut pas forcément être, toujours très négatif. On n'arrive pas à s'arrêter. Mais tu vois, Dune, par exemple, tu peux pas dire que l'adaptation de Dune est mauvaise. Non, elle est pas mauvaise. Elle est, Mais du niveau de l'adaptation, moi, tu vois, je pense que l'adaptation de Dune est meilleure que l'adaptation du Seigneur des Anneaux, par rapport au matériel originel. Parce que déjà dans Dune, tu as, vraiment des trouvailles visuelles. Tu as une vraie, je crois que tu as une vraie patte artistique. Je pense que Villeneuve, alors sur Blade Runner, le scénario de la suite de Blade Runner est un peu plus mièvre que celui, mais là encore visuellement, moi je trouve que c'est au moins aussi bon que le Blade Runner originel. oui. Alors, Villeneuve, pour Dune, il avait quand même un avantage, c'est que c'est quand même un grand spécialiste du paysage. Ça se voit. Il sait comment mettre en valeur ces espaces un peu inhumains, et que ce soit les mégacités ou et les constructions écrasantes ou l'infini du désert. Après, il a quand même fait quelques compromis aussi qui peuvent être un peu agaçants, c'est-à-dire que transformer Shani en Fremen féministe sceptique, c'est quand même. Dans les bouquins, je me rappelle plus. Non, elle est pas sceptique, elle n'est qu'amour pour Paul. Elle a conscience du fait que ça va l'amener C'est un au fils de pute, comme que, souvent les que- femmes qui sont mais amoureuses des hommes. mais que fondamentalement, elle en a rien à faire. Elle est aussi sanguinaire parce qu'on ne cache pas le fait que les Fremen sont des tueurs nés et qui sont absolument sanguinaires et que une fois lâchés sur le reste de la galaxie, ça va être un carnage. Elle est en soi pas différente, mais aussi, moi, j'ai trouvé très dommage d'accentuer inutilement, et on va s'arrêter là, je te promets, de créer un antagonisme entre elle et la mère qui devient complètement habitée par son rôle de révérende mère, et qu'à la fin, l'autre, elle part en pleurant dans le désert et l'autre reste triomphe. Alors qu'il y avait et pour moi, c'est vraiment un point négatif parce que la fin était quand même très touchante parce qu'elle assiste sous les yeux au fait qu'il va épouser une autre femme, même si c'est un pur pour la forme. Et c'est la mère de Paul, Jessica, qui est aussi une concubine qui n'a jamais été mariée à son duc chéri, Alors qui qu'il a vient. pas de femme, le duc. Non, non, Le duc. il avait fait exprès pour être une sorte être prêt pour un mariage. Mais D'accord, Jessica ouais. n'est pas mariée. C'est ce qui fait que il se pose en candidat peut-être pour épouser une des filles de l'empereur. C'est ce qui, en fait, mais malheureusement, c'est ce qui le rend extrêmement dangereux de l'empereur. Bon, bref. Le truc, c'est qu'à la fin, cette Jessica dit à Shani, regarde-la bien. Là, elle a le titre peut-être, mais au final, et je trouve que la phrase était magnifique. Je me souviens plus, mais la fin, nous concubines, l'histoire elle nous retiendra nous, elle nous appellera sous le nom d'épouse. C'est-à-dire, en gros, elle la réconforte. Oui. Ça aurait pu être, quitte à montrer qu'elles se disputent autour de Paul, c'était quand même très beau. Et le fait d'être passé à côté de ça, jusque pour montrer je trouve que d'avoir passé ça à la trappe, c'est un peu dommage. Bah, c'est toujours un peu et pour, terminer, je crois que c'est ce qu'on remarque, c'est qu'on cherche
des sentiments simples. On cherche à colmater tout et en fait, au bout d'un moment, ça crée des œuvres très étouffantes où il y a pas tellement de place pour l'imagination, il y a pas tellement de place justement pour, utiliser cette mythologie. Parce que le principe de la mythologie du cinéma, c'est tu vas te bâtir sur cette mythologie. Tu vois, le Far West, bah, les États-Unis vont se bâtir dessus. Ou alors une star, un acteur, comme Cary Grant, comme James Stewart, comme, et cetera, tu vas te bâtir sur lui. Parce que comment tu veux te bâtir sur, et pourtant je l'adore Robert Downey Jr. C'est un bon acteur, mais il, n'incarne pas de vraies valeurs. Ou alors Non, tu vas te bâtir sur Robert Pattinson. C'est compliqué, quoi. Déjà, je trouve que c'est un peu le problème avec le Batman de 89, parce que je trouve que Michael Keaton, te bâtir, tu vois, en tant qu'archétype, c'est compliqué. D'ailleurs, il fait un très mauvais Bruce Wayne et un très bon Batman, à mon avis, Keaton. Et c'est un peu l'inverse, dans la trilogie d'après. ouais. Mais il y a vraiment ce problème-là, quoi. C'est que, heu et à mon avis, la différence que tu notes avec Villeneuve, c'est parce qu'il prépare le 3 et que donc il a besoin de l'antagonisme shiny, qui va être un vrai antagonisme, alors que dans le 3, bah, Shani a accepté, elle est soumise et ça passerait peut-être plus dans, c'est vrai, à Oui, notre époque. oui, parce que tu as le statut de l'actrice, Zendaya, qui est un peu, une icône, en fait. En fait, elle a une certaine carrière cinématographique, mais elle est honnêtement, elle joue surtout son propre rôle et elle est surtout elle est une icône féminine, moderne, et cetera. Donc il y a quelque part, tu ça qui s'impose. Après, je dois dire, c'est quand même un micro détail. Dans l'ensemble, le film, par exemple, on parlait des 5 premières minutes. Je suis désolé, la patrouille Harkonnen, les seins et l'embuscade, c'est pas montré déjà parce que c'est pour montrer que bon, les Harkonnen, c'est un peu censé être dans l'univers une plaisanterie au niveau militaire. C'est des brutes juste bonnes à tabasser des civils, mais par rapport aux vrais guerriers. Mais tu vois les mecs, t'as l'impression que c'est quand même des mecs sérieux et ils se font ratiboiser parce qu'ils sont pas dans ils sont pas dans leur élément. Donc t'es vraiment en plus avec les bandes sonores, le truc visuel, les 5 premières. Lui, Villeneuve est encore, lui est un vrai cinéaste parce que lui, il a compris, faut que je chope les gens, faut que j'attrape les gens au col dans les 5 premières minutes. Et puis, moi, honnêtement, je suis très impressionné par la manière dont il a rendu compréhensible l'histoire de Dune. Parce que Oui, moi, j'y suis allé avec j'y fallait suis allé tailler. avec mon gamin qui avait, 7 ans à l'époque. C'est pas facile de faire comprendre Dune à un gamin de 7 ans. Et justement, je trouve qu'il y avait cet enchaînement de scènes, une scène en amenait une autre, tu mais sans faire une scène d'exposition lourde, et cetera, et cetera. Mais il y a peut-être aussi une différence, parce qu'un cinéaste, c'est toujours les films qu'il a regardés. Villeneuve a peut-être une vraie culture cinématographique Ouais, que n'a pas, que Taran c'est-à-dire parce que maintenant, il y a un peu le truc, et ça, je crois que les années 90 ont fait très mal avec Tarantino. L'idée était boulimique de cinéma, bon, bah, c'est bien. En fait, tu vas faire des références. Alors que non, il faut pas être boulimique de cinéma, il faut juste avoir un bon goût. Et quand tu as un bon goût, tu te respectes, il y a des trucs que tu vois pas, notamment tous les films de série, enfin, tous les films de série B, tu en regardes quelques-uns, mais à un moment, faut pas déconner. Tu as le choix entre un Mankiewicz, un John Ford, tu vas pas aller regarder, Eraserhead numéro 27, la revanche du fils, trisomique. Voilà. ouais. Voilà. Non mais je vois bien le truc. C'est surtout que le cinéma de Tarantino, il est un peu victime de sa propre réputation. Bah, les premiers, c'est un peu ouais, subversif. C'est marrant, c'est celui qui est le moins tarantinesque, qui finalement a probablement mieux vieilli. C'est celui avec Jackie Brown, qui a un film d'arnaque policière, en fait, assez classique, et où ça part pas dans tous les sens et t'as pas du sang jusqu'au plafond. Et finalement, c'est lui qui finalement est probablement le un qui Ouais. vieillira le mieux. Et Réservoir Dogs quand même.
Reservoir Dog, ouais. Ouais, Parce que Reservoir Dogs, il y a très, très peu de violence. Mmh. Elle arrive à la fin et elle fait vraiment mal en plus. Parce que c'est ça aussi, il y a quand même un gros problème à montrer la violence qui fait mal. Mmh. Ça, ça aseptise beaucoup les films. Ouais. Bon, bah, écoute, je pense qu'on avait prévu de parler 20 minutes, mais on a parlé plus d'1 heure, donc Bah, c'est difficile parce qu'il y a des tas de on n'a pas, par exemple, abordé, enfin très peu le côté, de la moralité maintenant, surtout pour tout ce qui est le genre héroïque, qui a un vrai ouais, problème là-dessus, oui, mais on n'aura pas le temps, on et je suis verra la mythologie, mais de toute façon, on refera d'autres émissions de ce style, peut-être un peu plus focus. Là, ça faisait vraiment les boomers qui gênaient. Peut-être les boomers qui décortiquent la fois prochaine. Allez, bonne soirée. bonne soirée.